Euh, donc je suis avec Michel Zalliot, qui vient de projeter au Festival international du film de montagne d'Autran, Kamtchatka, Lettre à Olga. Michel, tu peux te présenter? Moi, Michel Zalio, je suis guide depuis maintenant 44 ans. Je travaille toujours comme guide, mais essentiellement l'hiver. Et voilà, et puis j'ai fait beaucoup de ski de randonnée et beaucoup de voyages. Écrivain, réalisateur, photographe. Voilà. Et comment tu es venu à la montagne? Tu es venu très jeune, non? Alors moi j'étais parisien, mes parents on habitait Paris, mais par contre mes parents faisaient de la montagne. Et tous les dimanches, on allait faire de l'escalade en forêt de Fontainebleau, mais qu'il pleuve, qu'il neige, on passait même le réveillon de Noël en bivouaquant en forêt de Fontainebleau. Donc dès que j'ai eu 3 4 ans, voilà, j'ai été élevé là-dedans. Et puis l'été, on faisait de la montagne. Et mon père m'a emmené faire des courses assez tôt. Et puis voilà, et moi, à 14 ans, je voulais être guide. Donc je suis devenu guide. Ah, c'est fabuleux. Et c'est ton métier de guide qui t'a fait voyager, qui t'a initié au voyage? C'est le métier de guide. Le premier voyage, je crois que c'était 2 ans après avoir été diplômé. C'est un groupe de gens qui m'ont demandé d'organiser un voyage. C'était en ski de fond en Laponie. Et puis après, très rapidement, je suis parti au Pérou, Bolivie, avec des clients comme professionnels. Et puis après, j'ai jamais arrêté. T'as jamais arrêté et t'as je dirais, une attirance pour le désert, le Sahara. Qu'est-ce qui t'attire? C'est les paysages ou alors c'est la culture de ce peuple touareg? Ah bah, c'est un peu tout, hein. De toute façon, moi je pense que quand on aime la montagne, on aime les grands espaces, hein, on aime la nature, donc après on se retrouve aussi bien dans la mer, moi j'aime faire du bateau, et puis dans le désert. Les déserts, c'est les grands espaces. Donc après, on découvre évidemment, parce que moi je me suis toujours attaché aux gens qui y vivaient. C'est comme ça que j'ai fait un film sur les Touaregs, parce que j'ai passé vraiment, vraiment beaucoup de temps dans le désert, en Algérie, au Niger, au Mali, un peu partout. Et c'est vrai que les rencontres avec le peuple touareg, ça a toujours été quelque chose de fabuleux. Mais tu te passionnes aussi pour les hauts sommets, parce que tu as fait un film sur les Sherpas et les porteurs aussi. C'était au Choyou, non? Oui, tout à fait, ouais. À l'occasion du Shoyu, j'avais fait un film sur les porteurs, les Sherpas. Ben, c'est pareil, voilà, c'est les gens qu'on côtoie dans tous les voyages. En fait, à chaque fois qu'on voyage, il y a les gens qu'on côtoie qui sont essentiels pour moi. Donc en fait, je dirais, c'est ce qui t'attire le plus dans le voyage, c'est la rencontre avec l'autre, le partage avec l'autre. C'est pas seulement un sommet, une altitude, c'est vraiment ce partage que tu peux avoir avec ces peuples, hein. Ah oui, moi je crois. Je crois que bon, après, il y a des voyages qu'on fait sans rencontrer. Bon, par exemple, il y a je sais pas, je vais en Norvège régulièrement pour faire du ski de randonnée. Bon, on ne rencontre pas les Norvégiens, c'est autre chose. Mais quand on part dans d'autres pays, et la rencontre qu'on fait, bon, on a passé une année 6 mois dans le désert, une autre année 4 5 mois au Chili. C'est les rencontres qu'on fait, c'est fabuleuse. Mais comme quand on a fait le film du Kamchatka, c'est pareil. C'est les rencontres, c'est enrichissant quand même. Alors tu es le président de la cinémathèque de l'image de montagne de Gap. Et je crois que vous avez un fabuleux projet là, dans les cartons et qui même va se concrétiser très prochainement. Tu peux nous en dire deux mots? Ben oui, la cinémathèque de montagne, enfin des images de montagne, ça date de 25 ans, hein. C'est Gilles Charansol qui a commencé à collectionner et à numériser pour conserver tous les vieux films de montagne depuis que la création du cinéma. Et il a accumulé un paquet de bobines. Et puis depuis, tous les grands alpinistes réalisateurs ont confié les bobines à la Cinémathèque des images de montagne. C'est assez unique en Europe, voire dans le monde. Donc on a les images, enfin les films de Rébuffat, Terray, Valençan, bon maintenant Catherine Destivelle, j'en oublie évidemment. Aux rencontres du cinéma de montagne récemment, il y a René Vernadet qui est venu, 91 ans, est monté sur scène, donc c'est lui aussi a confié ses images à la Cinémathèque. Donc voilà, la Cinémathèque existe depuis longtemps. Et puis elle est installée dans des bureaux assez vétustes et c'est vrai que là aujourd'hui on a le projet de rénover une usine à Gap pour en faire une véritable cinémathèque ouverte au public avec une salle de projection, avec un musée permanent, un musée temporaire, un centre de formation aussi parce qu'on s'aperçoit que dans les festivals de plus en plus de gens partent avec une caméra
Parfois, ils auraient besoin d'un tout petit peu de formation, pas compliqué, une journée, 2 journées. Donc voilà, on veut faire aussi ce centre de formation pour les jeunes qui veulent partir en montagne avec une caméra. Et aussi, tu présentes et tu organises les rencontres de la Cinémathèque de Gap. Cette année, vous avez fêté vos 10 ans. Et quel bilan tu peux faire? 10 ans d'existence. Ah ben, je crois que d'abord la qualité des films est meilleure, de mieux en mieux, grâce certainement au matériel. Cette année, on a eu une programmation vraiment avec des films magnifiques, et beaucoup de monde, hein. D'abord, on a une chance à Gap d'avoir une salle immense, 1100 places, hein, bon, qui est à la taille des Hautes-Alpes évidemment. Donc plein tous les jours. Voilà, 2 séances par jour et 4 jours. Donc voilà, on arrive à 10 000 spectateurs. C'est pas mal pour Gap. Bon, d'abord, le Kamchatka, c'est où? Alors Kamchatka, c'est à l'extrême est de la Russie, au nord du Japon, des îles Kouriles. C'est la partie la plus à l'est de la Russie. C'est une péninsule et on ne peut pas y arriver par voiture, il n'y a pas de route qui passe par le nord, donc en fait c'est un peu comme une île, on y arrive soit en avion, soit en bateau. Et c'est peuplé, Alors c'est grand comme la moitié de la France, et il y a 300 000 habitants, dont 200 000 qui vivent à la capitale Petropavlovsk, donc ça donne une idée des grands espaces qu'on peut avoir sans personne. C'est surtout l'endroit au monde où il y a le plus de volcans actifs. Il y a à peu près 160 volcans répertoriés, dont une quarantaine actifs en permanence. C'est le pays des ours, et puis c'est le pays des nomades encore, avec les Évènes, plus au nord les Koryaks qui vivent avec d'immenses troupeaux de rennes. Et qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans ces contrées sauvages et reculées pour amener des gens? Je crois que c'est au début, c'est pour amener des gens à ski, non? Alors au début, c'était pour découvrir le premier voyage. En fait, dans les années, alors je me rappelle plus exactement, mais j'avais découvert sur les cartes de géographie, les atlas, qu'il y avait cette péninsule avec un sommet qui était assez haut, 4850, c'est le Kliochevskoï, et puis d'autres volcans. Et j'avais appris en recherchant qu'il y avait vraiment beaucoup de volcans actifs. Donc on voulait y aller dès les années 70-80, je ne sais plus quand exactement. On s'était renseigné, je me rappelle, à l'ambassade de Russie à Paris. Alors là, c'était totalement interdit. D'abord, la dame à l'accueil ne savait même pas où c'était. Et c'était totalement interdit. Et il a fallu attendre, donc il y a eu 89, la chute du mur de Berlin. Et ensuite, ça a été encore interdit pour les étrangers, le Kamchatka, jusqu'en 91. Et moi, j'y suis allé la première fois en 93. On était 4 seulement, vraiment pour découvrir. Et là, on a fait certainement le voyage de mon existence. C'est-à-dire, on a fait des rencontres avec les Russes, les géophysiciens, les géologues, qui étaient absolument tout étonnés et contents de voir des étrangers venir s'intéresser à ce pays. Et là, on a passé 5 semaines absolument fabuleuses. Et d'ailleurs, je sais qu'aujourd'hui, ceux qui... après, chacun est reparti dans d'autres... contrées, mais en tout cas, je sais que ce voyage avait aussi marqué les gens qui nous avaient accueillis. On a fait un voyage incroyable. Donc après, j'y suis retourné régulièrement en tant que guide pour emmener des gens skier sur les volcans, tout simplement. Et puis voilà, et il y a longtemps que je voulais faire un film, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire. Mais j'avais pas le fil rouge, quelque chose qui emmène le spectateur vers une découverte. Comme j'ai fait le film là, j'avais pas l'idée du fil rouge. Et là, je suis tombé sur André. Comment tu as rencontré André? Alors André, j'ai rencontré, c'est Alexis Soustrov, qui est un guide russe que je connaissais, qui m'avait indiqué André. Et André, maintenant, vit au Kamchatka pendant 4-5 mois, de avril à septembre, pour assurer la logistique des groupes. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. D'accord. Il y a beaucoup de touristes? Très, très, très peu au printemps, pour le ski. Même si aujourd'hui, il y a des dépôts en hélico qui se mettent en place, ça c'est un vrai problème. Très, très peu à l'automne aussi. Par contre, l'été, et en particulier au mois d'août, depuis 3-4 ans, là, autour de Petropavlovsk, c'est un peu, il y a beaucoup de Japonais, de Coréens qui viennent gravir le volcan qui est juste au-dessus de Petropavlovsk, la Lavacha. Donc là, il y a du monde. Je reviens sur le développement de l'héliski dans ces contrées sauvages. Tu en penses quoi, toi?
Ah ben moi je veux... Après bon, c'est au pays à décider, mais d'abord moi je fais pas des skis, je trouve ça regrettable. J'évite d'aller dans certains coins au mois d'avril en ski de randonnée parce que bah, tu as des hélicos. Par contre, il y a d'autres endroits où c'est trop loin, donc on peut aller. Et puis au mois de mai, en général, les skis s'est arrêté. Mais c'est un problème. Voilà, c'est un problème partout d'ailleurs. Et il y a des textes fabuleux que tu as écrits. Tu peux nous en dire un peu plus comment tu as procédé dans le scénario, comment tu as construit ton film? J'ai commencé à écrire les textes. C'est une idée en voyant André sur place qui me parlait toujours de Olga, enfin Olga par-ci, Olga par-là. Et puis voilà, j'ai eu l'idée de faire ces lettres qui, en fait, qui ont guidé après presque le film et les images. Voilà, donc ce sont des lettres. Olga existe réellement, hein. C'était son amie de l'époque que j'ai rencontré moi-même à Saint-Pétersbourg. Après, André, c'est un personnage. Bon, il change régulièrement. Donc, Olga a disparu dans les oublis de Saint-Pétersbourg, les oubliettes. Mais en tout cas, elle existe, ouais. Bon, et ces textes sont magnifiquement lus par Romain Bouteille. Alors, Romain Bouteille, c'est un hasard ou comment il atterrit dans ce film, Romain Bouteille? Alors, Romain Bouteille, moi, j'emmène Arnaud, son frère, et même un autre frère, Noël, mais surtout Arnaud Bouteille, depuis une quarantaine d'années en montagne. Chaque année, on fait une semaine de ski de randonnée. C'est devenu c'est un client, mais c'est un client ami. Par exemple, quand je vais à Paris, je vais chez eux. Voilà, donc on a des bonnes relations avec Arnaud. Et quand j'ai fait ce film, je cherchais en effet une voix. Et Arnaud m'avais toujours parlé de Romain Bouteille. Je pense qu'Arnaud a participé à la création du Café de la Gare avec Romain, etc. Et donc, je lui avais demandé si c'était possible que Romain dise ses textes. Il m'a dit, écoute, on va lui demander. Donc, je lui ai envoyé les textes à Romain Bouteille. Il m'a renvoyé un mail comme quoi mes textes étaient magnifiques, ça lui plaisait beaucoup. Et donc, il a accepté de venir les enregistrer. Et ça s'est enregistré ici à Lens-en-Vercors. Avec Laurent Mollard, quoi, au studio de Lens-en-Vercors, là. Ouais. Et d'ailleurs, Laurent Mollard a été aussi, il faut lui demander, mais il a été aussi scotché par la personnalité de Romain Bouteille, parce que c'est vraiment un personnage lui aussi. Et puis par sa voix, c'est une voix. Je sais qu'elle n'a pas toujours plu dans le film, mais en tout cas, c'est une vraie voix, quoi. Et puis, tu peux nous rappeler qui est Romain Bouteille? alors Romain Bouteille, c'est sûr que les jeunes le connaissent moins, hein, mais c'est le fondateur du Café de la Gare avec Coluche. Et puis ensuite, Depardieu, Miu Miu, Patrick Dewaere, de nombreux acteurs sont passés par le Café de la Gare. Et c'était surtout une méthode, un fonctionnement particulier, comme dit Romain Bouteille aujourd'hui, c'était l'anarchie productive. Et ils avaient un fonctionnement unique dans les annales du théâtre. Et ça a fonctionné pendant longtemps. Il n'y avait pas de chef. Et en fait, quand ils accueillaient un nouvel acteur, eh bien, il rentrait en scène avec un texte. Et si cet acteur était mauvais, il m'a expliqué, eh bien, la fois d'après, il avait le premier rôle, de façon à ce que les spectateurs considèrent que s'il jouait mal, c'était exprès. Et il m'a raconté l'histoire de Miu Miu, qui la première fois est arrivée, il paraît qu'elle annonnait, elle était abominable. Et puis ensuite, elle s'était assise à côté, alors elle éclatait de rire devant Coluche et Romain Bouteille. Et donc le jour d'après, eh bien, elle avait le premier rôle. Et donc les spectateurs pensaient que c'était exprès qu'elle jouait comme ça. Donc c'est assez extraordinaire. Alors, on va passer aux autres. Ah, si. Quel message tu as envie de transmettre par ce film? S'il y en a un, hein. Ce que je dis tout le temps, hein, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu dans mes mauvaises années scolaires, parce que je voulais être guide très tôt, et ils m'ont laissé vraiment faire ce que j'avais envie de faire. Et ce que je dis aujourd'hui, quand j'interviens comme à la cinémathèque ou dans les écoles, c'est de dire aux jeunes, alors ça ne plaît pas toujours aux profs ni aux parents,
de faire ce qu'ils ont envie de faire, de dire non, de savoir dire non, non à des belles études, non à gagner de l'argent, non à acheter des plus grosses voitures, mais surtout à faire des choses qui leur plaisent d'abord. Parce que, enfin, tu le sais bien toi aussi, quand on va en montagne, quand on voyage, on rencontre des gens avec le sourire. Tout ça parce qu'ils sont bien là où ils sont, quoi. Et donc, voilà, c'est le principal. Donc, je dis aux jeunes, c'est ça. Faites ce que vous avez envie de faire, ce qui vous plaît avant de penser à gagner de l'argent. Et je pense que c'est un vrai sens avec ce qui se passe en ce moment. Je crois que voilà, c'est un message. Après, chacun fait à sa vie entre ses mains. Comme disait Rocard, on est responsable soi-même. Bon, là, je vais te poser trois questions qu'on pose à tous les interviewés. Alors, la première question, elle est en lien avec la thématique du festival. Le corps engage, hein. C'est la thématique du festival. Cela évoque quoi pour toi? Ça m'évoque, comme ça, de but en blanc, que c'est l'esprit qui doit guider ce corps. C'est l'esprit qui guide le corps? Ouais. Super. Alors, la deuxième question, c'est au travers de... quelle est ta perception du changement climatique, et notamment au travers de tes pratiques, de tes voyages? Et as-tu vu des évolutions drastiques et comment cela impacte ta pratique? Ben, c'est une vraie question qu'on se pose en tant que guide, parce que c'est vrai que là, ben, je viens de parler du Kamchatka, on est allé beaucoup au Kamchatka, donc ça te pose évidemment la question du CO2 que tu laisses avec tous ces voyages en avion. C'est une vraie question que je me pose, ça c'est juste, mais en tout cas l'évolution, elle est nette quand on va sur un glacier, quand on regarde à Chamonix, le glacier des Bossons, le glacier blanc un peu partout, on voit nettement que, bah oui, clairement les glaciers reculent et partout dans le monde, et il y a des gros changements. Quand on va dans le désert, on s'aperçoit aussi que malheureusement, il va y avoir des réfugiés climatiques parce que ils vont plus pouvoir manger. Donc ça impacte, voilà, c'est une vraie question. Mais en même temps, à la fois j'ai une maison solaire et à la fois je fais beaucoup d'avions. Alors bon, voilà, c'est une vraie question. Ça, oui, je sais pas qui qu'on pense quoi, mais en tout cas, oui, c'est une question. Ouais.